bien, bonjour et bienvenue encore une fois à l'EBCRS. On va continuer notre étude sur les réalités de la création de Z2 versus la théorie de l'évolution. La dernière fois, on avait parlé du pétrole, on avait parlé de la mafia du pétrole. On va continuer notre exposé, puis on va faire le wrap-up de tout ça. Donc, la graisse, y a-tu de la graisse de dinosaure dans le pétrole? Ben non. C'est ça qu'on a parlé la dernière fois. C'est n'importe quoi, ça. Non, l'offre et la demande, hein. On a parlé de ça. Là, on va continuer avec la dernière slide qu'on avait vue la dernière fois, la dernière page. Timothée chapitre 6, Timothée chapitre 6, verset 9, ça dit « Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux. » Donc, hey, c'est des mots qui sont forts, qui plongent les hommes dans la ruine, et non pas seulement dans la ruine, mais dans la perdition, car l'amour de l'argent est la racine de tout ce qui est mal. Et quelques-uns étant possédés, comme possédés du diable, mais possédés de l'amour de l'argent, qui est un idole, qui est de l'idolâtrie, en fait, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Donc, ce qui les guette, c'est l'enfer. S'ils ne se repentent pas de cette doctrine. Donc, fabriquer de l'essence, ça, on avait parlé, bon, c'est vrai que c'est un phénomène, c'est quelque chose de rare, non renouvelable. Est-ce que c'est vrai que c'est fossile? Non, c'est pas fossile. On a vu ça, ça n'a pas rapport, le terme est faussement utilisé. Comment obtenir de l'essence consommable à partir du pétrole brut? On va voir comment c'est fait, premièrement. Par un principe de distillation, on chauffe le pétrole brut dans une grande colonne de distillation. Les composants légers, soit le gaz ou la nafta, montent à la surface, un peu comme la crème sur le lait. Les composantes lourdes, là, qui sont le diesel, qui sont plus huileux, le mazout, le bitume, restent au fond. Donc, la partie claire monte au-dessus, la partie plus foncée descend en bas. Pouvons-nous fabriquer de l'essence, de carburant, du fuel, ou avons-nous absolument besoin du pétrole? C'est fabricable, cette affaire-là? Ou c'est absolument, faut qu'on le pompe? Vous avez probablement déjà remarqué que certains additifs à l'essence, tels que le E10, est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi le E10? Oui, Oli? C'est exactement ça. Donc, le E10, ça veut dire 10% d'éthanol pour 90% d'essence. Tu sais, quand tu vas dans une place, tu marques cette essence comprend 10% d'éthanol. C'est ça. Donc, qu'est-ce que l'éthanol maintenant? L'éthanol est une molécule organique, un type d'alcool composé de carbone, hydrogène et oxygène. Donc, CHO dans l'ordre ou dans le désordre. Donc, c'est quoi ça, cette affaire-là? Étonnamment, cette composition, qui est le CHO, est une des raisons pour laquelle les scientifiques des siècles derniers avaient nommé le pétrole une substance fossile. Ils ont dit, il y a du carbone, il y a de l'hydrogène, de l'oxygène, c'est un gaz fossile. Ouais, c'est parce que ton gaz fossile, on le fait avec du blé d'Inde. Fait que c'est plus trop, ça n'a pas rapport. Tu sais, c'était pour ça qu'ils avaient appelé ça de même, imagine-toi. Ça n'a pas rapport. Donc, outre les carburants, l'éthanol est le même alcool que l'on retrouve dans certaines boissons alcoolisées ainsi que dans les nombreux produits industriels. De la boisson. D'où vient l'éthanol? L'éthanol est de fermentation, ce qu'on appelle le bioéthanol. Produit à partir de végétaux riches en sucre ou en amidon tels que le maïs, la canne à sucre, la betterave à sucre, le blé, etc. Donc des céréales surtout aussi. Donc le mélange d'éthanol canadien vient exclusivement des dérivés du maïs. Donc on voit comment c'est fait, hein, ça part du maïs, là, c'est la liquéfaction, la fermentation, après ça, ben, ils font la distillation, puis la dénaturation pour l'amener à son espace d'alcool, si vous voulez, qui va donner une essence. À quoi sert l'éthanol dans nos carburants? Donc, mélangé à l'essence, il est censé réduire les émissions polluantes, augmenter l'indice d'octane et diminuer l'utilisation du pétrole. Donc, ça sert à quoi? Diminuer l'utilisation du pétrole. Ben, ouais, mais le pétrole, c'est pas renouvelable, on a juste une certaine quantité. Ben, c'est parfait, quand on va mettre 10% d'éthanol dans certaines essences, ça va nous étirer le tableau un peu. Pourrions-nous rouler seulement avec l'éthanol de maïs? Oui. Il est techniquement possible de rouler uniquement avec de l'éthanol fabriqué à partir de maïs. Mais pourquoi d'abord la guerre partout pour c'est ça. Mais pas avec n'importe quel moteur. Les moteurs peuvent fonctionner à 100% d'éthanol, mais ils doivent être des moteurs flex fuel, soit le FFV. Vous voyez ce logo-là des fois sur certains véhicules. Le bouchon va être jaune. Donc, c'est ce qu'on appelle les flex fuel. Tu peux rouler à l'éthanol. Tu vois les pieds de maïs dans le tank à gaz.
Ces moteurs sont conçus pour rouler avec n'importe quel mélange d'essence et d'éthanol jusqu'à E100, donc 100% d'éthanol. Cette technologie est déjà très répandue au Brésil où on roule avec de l'éthanol de canne à sucre depuis les années 80. Cependant, on estime que les récoltes de maïs canadiens ne pourraient pas subvenir à la demande au Canada. De toute façon, on a les gaz bitumineux. Pour ce qui est du Brésil, la canne à sucre peut produire davantage d'éthanol que le maïs. Donc, les autres sont souvent en saison chaude. Ils peuvent faire pousser la canne à sucre. Si la canne à sucre, ça pousse pas. Donc, ils peuvent faire pousser la canne à sucre, puis les autres vont faire l'éthanol à partir de la canne à sucre. Nous autres, c'est une saison très, très rapide pour le maïs. Donc, voici quelques faits intéressants concernant l'industrie de l'éthanol au Brésil. Juste question de vous informer. Vous allez voir, c'est super intéressant. Vous allez coucher encore plus intelligent ce soir. La canne à sucre produit 3 fois plus d'éthanol par hectare que le maïs. Voyez-vous comment déjà ça rapporte 3 fois plus. Donc, après extraction du jus sucré, il reste ce qu'on appelle la bagasse. Donc, c'est les fibres végétales. Hein. Puis, si vous êtes haïtien, vous avez déjà mangé de la canne à sucre. Tu manges pas tout, hein? Tu fais juste avaler le jus. C'est ça, tu recraches la fibre qui est la bagasse. Au lieu d'être un déchet, elle est brûlée dans les chaudières pour produire de l'électricité. Donc, dans les usines où ils transforment la canne à sucre, ils servent de la fibre de canne à sucre, la bagasse, qui vont faire sécher puis qui vont brûler pour alimenter en énergie leur usine. J'avais parlé dans les études que j'avais visité dans un endroit dans Maniwaki, dans cette région-là, une usine de transformation du bois. Et l'usine au grand complet, c'était immense, avec beaucoup d'outils, de robots, de scies, etc., de convoyeurs. L'usine au grand complet était alimentée en électricité par l'écorce d'arbres qu'il brûlait. Et quand je leur ai demandé, allez-vous manquer d'écorce d'arbres? Je dis, on en a pour 100 ans si on arrêtait tout maintenant. Vous ne savez pas quoi faire avec. Donc, c'est le même. Donc, on fait ça ici au Québec dans les usines de transformation de bois. Même chose ici au Brésil avec les transformations de la canne à sucre pour en faire de l'éthanol. On sert de la bagasse pour chauffer, comme dans des fournaises, qui produit une chaleur qui produit de l'électricité. Donc, les usines de transformation de la canne à sucre en éthanol sont ainsi auto-alimentées en énergie utile à la transformation, au point même que des surplus d'électricité sont redistribués sur le réseau électrique public du Brésil. Cette deuxième application énergétique, donc 2, réduit considérablement les coûts de production de l'éthanol. Imagine-toi, fait que ça s'auto... ça peut pas être plus rentable que ça. Pas de taxe sur le carbone au Brésil. Regardons ça, toi. L'éthanol brésilien réduit les émissions de 80 à 90% par rapport à l'essence et depuis la croissance rapide de la canne absorbe beaucoup de CO2. Fait que s'ils font pousser de la canne elle absorbe le CO2. Mais eux autres font juste du sens. On a tellement d'arbres au Canada, puis on coupe des arbres, on en fait pousser plus qu'on en coupe. Puis c'est pas vrai qu'on a un problème de CO2 au Canada. Écoute, on a des forêts à pu finir. S'il y a bien une place où c'est le poumon du monde, le Canada sert beaucoup là, dans ce sens-là. C'est juste une question de gros bon sens, c'est juste qu'ici, on se fait avoir. Parce qu'on a une taxe qui est immorale. Résumé de l'intelligence du progrès sur l'éthanol brésilien. Le Brésil réussit avec l'éthanol de canne à sucre parce que la plante est extrêmement productive, exige peu d'énergie pour être transformée, génère son propre combustible dans sa transformation. Donc, elle pousse parfaitement dans le climat brésilien et peu coûteuse à produire. Ainsi, le pays a mis en place une stratégie long terme avec des véhicules flex fuel à 100%. Donc, tu vois, c'est l'éthanol à 2,557, je sais pas trop quoi, le litre ou le gallon dans leur monnaie locale. C'est le double pour la gasoline. Hein? Il est fou, hein? Mais ça se consomme plus rapidement un petit peu. C'est ça l'affaire. L'essence, ça se consomme moins rapidement, en tout cas. Du diesel au biodiesel. Bon, t'as le diesel qui vient du pétrole, mais là, t'as le biodiesel. C'est quoi ça? Lors de la distillation du pétrole brut, la partie du fuel appelée diesel est lourde et huileuse. Tu sais, les pompes là, de diesel, c'est tout le temps graisseux, noir. Le diesel étant une partie des plus huileuses tirées du pétrole brut lors de sa distillation.
Il est aussi possible, grâce à des matières huileuses, de fabriquer de manière artisanale ce qu'on appelle du biodiesel. Le biodiesel est un carburant liquide produit à partir d'huile végétale, soja, canola, tournesol, peu importe. Là. On prendra juste pas d'huile d'olive, ça coûte trop cher. Mais aussi à partir d'huile de friture recyclée et même de graisse animale. Il y en a qui vont dans un restaurant et disent, je peux-tu ramasser tes vieilles graisses de machine à patates, de friteuse pour me faire du biodiesel. Canola. Ça vous, c'est quoi de l'huile de canola? C'est quoi? C'est de l'huile que le Canada faisait dans le début des années 1900, pendant les premiers avions qui sortaient pour la première guerre, la deuxième guerre mondiale, ces affaires-là, pour huiler des pièces d'avion. Fait que, mais là, cette huile-là, quand que la guerre était finie, ils ne savaient plus quoi faire avec, puis il y en avait beaucoup. Ils se sont dit, hey, peut-être qu'on peut la transformer pour qu'elle devienne consommable, un peu comme l'histoire de la margarine, finalement. Fait que comment qu'on va faire? Ben, c'est amer, c'est acide, c'est comme, tu sais, ça marche pas. Fait qu'ils ont passé ça à travers un paquet de filtres, un paquet de procédés, puis c'est devenu de l'huile de canola. Fait que l'huile de canola, quand vous mangez de l'huile de canola, c'est de l'huile pour des pièces d'avion. Transformée. Donc, canola, ça veut dire Canada Oil Low Acidity. Donc, c'est une huile canadienne faible en acide. Ouais, mais en tout cas, c'est deux affaires. Donc, encore toujours dans fabriquer de l'essence. Quels sont les avantages du biodiesel? Réduction des émissions, moins polluants, biodégradables et moins toxiques. Donc, tu pars ton char, ça sent l'huile à patate. On dirait que tu passes à côté de la belle province. Il peut être produit localement, aussi localement que dans votre propre cour arrière. Et valorise la récupération et ou la réutilisation des déchets lorsque, telles les huiles usées. Imagine-toi. Ça, c'est biodiesel. C'est de l'huile à patate. C'est pas compliqué, c'est transformé un peu, mais tu peux faire ça en 5 minutes chez vous. La supposition fallacieuse que les poches de pétrole brut incrustées dans le manteau terrestre contiennent des résidus de reptiles géants fait maintenant surface dans le monde de la recherche. Donc, ils sont en train de se rendre compte, là, ils arrivent à la réalisation qu'il n'y en a pas de graisse de T-Rex dans le pétrole, puis c'est pas vrai que c'est des substances fossiles. T'sais, ils sont rendus assez intelligents. Là. Ils n'en parlent pas, par exemple, ils ne veulent pas changer le narratif. Ils gardent ça entre eux autres. Il y a donc un changement de cap dans le narratif qui implique plutôt les amoncellements de mélangés d'algues, potentiellement d'algues, de plancton et de micro-organismes dans le fond des océans, peu importe où. On tire du pétrole aussi du fond des océans. Donc, à partir de cette nouvelle supposition, mais non, encore, c'est pas une certitude, c'est une supposition, parce qu'on ne sait pas vraiment comment le pétrole s'est formé. Donc, à partir de cette nouvelle supposition, certains ont entrepris de tenter de produire une forme d'essence à partir d'algues. Ils devraient aller chercher sargasses en République dominicaine. Il y en a en bébite, sur le bord de la plage. Donc, ils prennent des algues, ils essaient de faire du gaz avec ça. Ouais, t'as l'air bien informé. Résultat de ça, à l'aide de certains équipements, des usines de recherche et de développement sont en mesure de produire du pétrole brut en moins d'une heure. En moins d'une heure avec des algues. Ouais, ben c'est bon. Ben, tu peux même dire pourquoi qu'on pompe du pétrole encore puis qu'on s'assine, qu'on fait des guerres avec ça. Il n'y a pas assez d'algues. L'hydroélectricité. Au Canada, des tests concluants avaient été produits et réalisés à partir de feuilles d'arbres qui tombent naturellement à l'automne. Des feuilles mortes. Un homme sur YouTube explique comment il a créé de l'essence à partir des résidus de gazon pour alimenter sa tondeuse. C'est ça le thrill, tu sais. Je tombe mon gazon avec ma tondeuse, mais j'alimente ma tondeuse avec mon gazon. C'est drôle, hein? Mais ouais, c'est sur YouTube. Vous pourriez aller le voir si vous voulez. Il dit que ça coûte cher. C'est juste un processus plat. C'est juste long puis plat. Mais ça a marché. Il a fallu que je change un peu le carburateur, ces affaires-là, mais il était capable de faire marcher sa tondeuse avec de l'essence qui est faite à partir du gazon. Ça fait déjà près d'un siècle qu'on nous prédit une fin des réserves de pétrole d'ici une quarantaine d'années. Donc, ça fait 100 ans qu'on nous dit que dans 40 ans, il n'y en aura plus. Même si rien n'a changé au niveau de notre consommation globale de fuel, la réalité est probablement que nous ne serions jamais à court de pétrole. L'absence de graisse de dinosaures n'y est pour rien.
Est-ce que le plancton et les algues, ils seraient vraiment pour quelque chose? Ça, encore une fois, c'est une supposition. Mais ils ont réussi avec des algues. Si oui, comment cette matière a-t-elle réussi à s'enfermer sous plusieurs couches de roches? Et ce, même dans des fonds marins. Comment? Comment que les algues sont en dessous des algues? C'est beau. Comment que ça sont en dessous? Formation ou accumulation? Bonne question. Le Brent, le nom Brent a été donné par Shell, la compagnie Shell, a été donné dans les années 1970 pour désigner un champ pétrolier de la mer du Nord. C'est un acronyme géologique basé sur, donc selon la géologie, selon les roches, basé sur les initiales des différentes couches de roches, donc la formation du gisement. Donc B pour Broom, R pour Ranoch, E pour Etive, N pour Ness, puis T pour Tarbert. Le Brent. C'est ça le Brent. Tu as déjà entendu les indices Brent, ces affaires-là, c'est dans le pétrole. Ces 5 formations composent une partie importante du réservoir pétrolier du champ Brent. Le pétrole se trouve dans la roche et non pas sous la roche. Dans la roche et non pas sous la roche. Le pétrole se trouve à l'intérieur de la roche dans de minuscules espaces appelés pores. Vous voyez la roche poreuse, là? Et dans tous ces petits trous-là, c'est là qu'il y a le pétrole. C'est là qu'il y a des gouttes de pétrole. C'est exactement comme une éponge. Elle semble solide, mais elle contient de l'eau et dans des petits trous. Les roches qui contiennent du pétrole sont appelées roches réservoirs. C'est ce qui crée un piège pétrolier ou une zone pour le pétrole où le pétrole peut s'accumuler. La vérité est maintenant découverte et qu'il n'y a aucune certitude à savoir comment se forme le pétrole dans le manteau de la croûte terrestre. Ils n'en ont pas d'idée. Ils ont réussi avec des algues. Ils pourraient probablement y réussir avec de la graisse de phoque. On ne sait pas. On parle maintenant d'accumulation de pétrole. Ainsi donc, est-ce que le pétrole s'est déjà formé ou s'il continue à s'accumuler? Tu sais, on dit, c'est pas une ressource renouvelable, mais peut-être qu'il continue à s'accumuler. En fait, le narratif concernant le pétrole comme étant un combustible fossile est simplement issu d'une théorie qui se nomme la théorie biogénique et elle prédomine depuis longtemps la supposée formation des hydrocarbures. C'est le fun de savoir ça. Cette théorie suppose que le pétrole est une sorte de grosse soupe chauffée sous pression, comme dans un presto, renfermant des ingrédients tels de l'eau, des restes d'animaux préhistoriques, végétaux terrestres et marins, ainsi que quelques organismes. Les évidences maintenant indéniables portent vers une explication différente, vers une théorie abiotique, c'est-à-dire qui ne dépend pas de matière vivante. Ils se sont rendus compte que finalement, il n'y a pas de graisse de dino là-dedans. Cette récente hypothèse propose qu'il soit possible que le pétrole se forme à partir de conditions particulières qui prendraient place dans la croûte terrestre et qui, sous pression, monteraient à la surface à travers des crevasses afin de se loger dans ces pierres spongieuses. Le phénomène, s'il en est un, parce qu'on n'est pas encore pas sûr, expliquerait le réapprovisionnement de certains champs pétroliers que l'on croyait vides et qui éventuellement ont démontré produire du brut. Donc, on a siphonné notre 10 à 30% qu'on était capable de siphonner, on n'est plus capable d'en siphonner. Puis là, quand on y retourne après bien des années, parce qu'on pense qu'il n'y a plus rien là, puis il n'y a plus rien à faire, on se rend compte qu'il y en a encore. C'est comme revenu à la surface. Qu'est-ce qui se passe? Cette observation de réapprovisionnement migration huileuse, qu'on appelle la migration huileuse, ça part de la croûte, ça s'en va, ils ne savent pas trop comment, a été observée à plusieurs endroits autour du monde dans des puits qui étaient jadis, selon eux, vides. Donc, il n'est pas juste une place là, que c'est arrivé. Donc, le procédé, il nous reste encore 10 minutes. Le procédé Fischer-Tropsch. Le procédé Fischer-Tropsch depuis 1925. M. Frank Fischer puis Hans Tropsch. Il s'agit d'un ensemble de réactions chimiques qui transforment un mélange de monoxyde de carbone et d'hydrogène, appelé gaz de synthèse, en hydrocarbures liquides. C'est important pour l'examen, n'oubliez pas ça. Ces réactions se déroulent en présence de catalyseurs métalliques, généralement à des températures de 150 à 300 degrés, 302 à 572 Fahrenheit, sous de fortes pressions similaires à celles que nous trouvons sous la croûte terrestre, enfin, le fameux presto. Okay? Le procédé Fischer-Tropsch est une étape importante de la liquéfaction du charbon et de la conversion du gaz en liquide pour la production d'hydrocarbures liquides, donc des gaz liquides.
Le procédé Fischer-Tropsch est une des étapes importantes, ça j'ai déjà lu cette affaire-là, dans sa mise en œuvre classique. Le monoxyde de carbone et l'hydrogène, matière première du procédé Fischer-Tropsch, sont produits à partir de charbon, de gaz naturel ou de biomasse par un procédé appelé gazéification. Donc, tu transformes un solide en gaz. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Parfait. Donc, regarde, tu prends ça, tu le transformes en gaz. C'est ça le procédé. Ce procédé transforme ensuite ce gaz en huile de lubrification synthétique et en carburant synthétique. Ma théorie. Voici ma théorie. Il y a environ 4000 ans, une comète a possiblement frappé la Terre, fracturant ainsi la croûte terrestre et libérant les eaux sous la Terre. Et lors du retrait des eaux du déluge, des pochettes d'eau ont été emprisonnées avec des sédiments. Ainsi, par un procédé chimique incluant chaleur et pression, le tout en quelques années s'est éventuellement transformé en une sorte de bitume huileux. Et en conclusion, tout comme nous l'avons vu pour les diamants, le pétrole ne prend pas des millions d'années à se former. Dans un cadre de l'offre et la demande, nous n'arriverons probablement jamais à épuiser nos sources de pétrole. Il y a 50 ans, nous avons évalué que les quantités du pétrole restant étaient de 626 milliards de barils dans le monde entier. Combien? Voilà combien d'années? 50 ans? 626 milliards? Depuis cette époque, nous avons utilisé plus de 1 billion, soit en anglais, ou un trillion de barils. Ainsi, donc, les prédictions en vertu de la production et de l'utilisation sont sans aucune logique. Ça n'a aucun rapport. Vois-tu comment on n'en manquera pas? On n'a pas manqué, puis on n'en manquera pas. Il y a actuellement plus de 25 000 champs de pétroliers qui minent et qui pompent les réserves à chaque jour. Nous allons continuer à développer des technologies et faire des découvertes qui s'ajusteront pour équilibrer l'offre en fonction de la demande. Le pétrole continue constamment à se former et à s'accumuler, c'est ce qu'on a vu. Nous pouvons donc facilement et rapidement produire synthétiquement des substances brutes et ou raffinées, avec tous les procédés qu'on a vus, qui peuvent être ce qu'on appelle des succédanés au pétrole. D'après toi, on va s'en manquer? On peut en faire avec des algues. On peut en faire avec des feuilles mortes. On peut en faire avec de l'huile à patate. À un moment donné, là. On peut en faire avec avec de l'éthanol, avec de la canne à sucre, avec du maïs, à un moment donné. And that's oil, folks. That's oil, folks. À la semaine prochaine.